هادئة جدا. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le Hezbollah accuse des groupes extrémistes en Syrie d'avoir tué Mustapha Badreddine, son chef militaire qui a péri vendredi à l'aube dans une explosion à proximité de l'aéroport international de Damas. J-1 avant les élections municipales au Mont-Liban, le ministère de l'Intérieur appelle tous les candidats à respecter la législation électorale en vigueur et les règles établies. Eurovision 2016, c'est ce soir et c'est ce samedi donc qu'a lieu la finale du concours à Stockholm. 26 pays se disputeront la victoire. C'est un bombardement d'artillerie mené par des groupes djihadistes radicaux sunnites en Syrie qui est à l'origine de la mort de Mustapha Badreddine, le chef militaire du Hezbollah. Accusation portée ce samedi dans un communiqué par le mouvement chiite. Le commandant du Hezbollah a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi dans une explosion à proximité de l'aéroport international de Damas. Les explications dans ce reportage. Drapé des couleurs du Hezbollah, le cercueil de Mustapha Badreddine, porté par des combattants de l'organisation chiite libanaise. Plusieurs centaines de partisans accompagnent le cortège funèbre. Certains se bousculent même pour toucher une dernière fois la dépouille. Qu'il repose en paix et nous saluons son martyr. Puisse Dieu protéger le Hezbollah. À chaque perte d'un martyr, nous devenons plus forts. Et cela nous conforte dans l'idée de rester en Syrie. La Syrie, où le commandant militaire en chef du Hezbollah était actif aux côtés du régime. L'organisation chiite accuse des groupes djihadistes sunnites d'être responsables de sa mort. Avant de rejoindre le front syrien, Badreddine organisait des opérations militaires contre Israël et d'autres pays. Une voie que les cadres du mouvement promettent de suivre. Nous allons continuer à affronter Israël et nous allons continuer à affronter les extrémistes sunnites. Pour nous, il n'y a pas qu'un seul ennemi. Il y a Israël et ses soutiens. En 2011, le tribunal spécial pour le Liban avait émis un mandat de recherche à l'encontre de Mustapha Badreddine pour sa participation présumée à l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri. Je vous disais en titre J- avant les élections municipales au Mont-Liban, dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur appelle tous les candidats à respecter la législation électorale en vigueur et les règles établies. Les forces de sécurité intérieure seront déployées dans tous les bureaux de vote pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. Le Mont-Liban vote donc ce dimanche 15 mai, le Sud-Liban et Nabatieh le 22 mai et le Nord-Liban et le Akkar le 29 mai. Dans le reste de l'actualité internationale, François Hollande est à Abuja, au Nigeria, où s'est ouvert ce samedi un grand sommet consacré à la coopération internationale dans la lutte contre Boko Haram. Tous les chefs d'État de la région ont fait le déplacement. Les insurgés islamistes sévissent en effet également au Niger, au Tchad et au Cameroun. Boko Haram est en recul mais conserve une capacité de nuisance, notamment dans le billet d'action kamikaze. La coopération militaire française est au cœur de la politique africaine du chef de l'État français. On l'écoute. Dans la lutte contre Boko Haram, il y a eu des points très importants qui ont été marqués. Ce groupe terroriste a été repoussé, ce groupe terroriste a été amoindri, ce groupe terroriste a été obligé de reculer, ce groupe terroriste est pourchassé, a laissé les territoires qu'il contrôlait et a pu ainsi être encore davantage ciblé. Ce groupe terroriste reste néanmoins encore une menace. Au Burundi, les violences liées au troisième mandat de Pierre Nkurunziza se poursuivent depuis plus d'un an maintenant. Une année au cours de laquelle plus de 100 000 personnes ont fui vers la Tanzanie voisine. Mais certains réfugiés ne se sentent pas pour autant en sécurité. Le reportage de Ben Barnier. Les premiers réfugiés burundais sont arrivés ici il y a un an. Certains d'entre eux affirment avoir été attaqués à l'intérieur même du camp. Ils ont ensuite été relogés dans des zones plus protégées, mais ils ne se sentent toujours pas en sécurité. Cette femme a fui le Burundi avec sa famille. Elle affirme que des partisans du gouvernement ont menacé de tuer son mari
Il aurait ensuite été attaqué dans le camp. Mon mari a été poignardé et on l'a emmené à l'hôpital dans notre zone 11. Alors nous sommes allés le voir à l'hôpital. Les policiers sont venus faire une enquête et ils ont interrogé les voisins. L'International Rescue Committee est venu et nous a déménagés. Une autre réfugiée du camp explique qu'elle a été attaquée avec son fils par d'autres réfugiés. Elle a ensuite été transférée vers une zone plus protégée, dite centre de départ. Moi, quand on m'a amené ici, au centre des violences basées sur le genre, c'était parce que cet homme était venu ivre. Il a pris une machette pour m'égorger et les voisins l'ont désarmé. Alors, je suis venue. Pourtant, même à l'intérieur du centre, les menaces continuent. Cette femme explique que sa fille a été agressée. Pour ma part, je n'ai pas beaucoup souffert, mais c'est ma fille qui a été violée. Quand je lavais mon enfant, tu vois que quand on lave un enfant, c'est tout le corps. Alors, au moment du bain, à chaque fois que je lui touchais les parties génitales, l'enfant criait et pleurait. Quand j'ai regardé, j'ai remarqué que mon enfant était abîmé et je l'ai amené à l'hôpital. Face aux menaces récurrentes, le Haut-Commissariat aux réfugiés estime avoir besoin de plus de fonds pour assurer la sécurité à l'intérieur des camps. La direction à présent les États-Unis, et c'est ce qu'on appelle la diplomatie douce. Barack Obama recevait hier soir à la Maison-Blanche pour la Nordic Summit les chefs d'État des pays européens du Nord, Suède, Danemark, Finlande, Norvège et Islande, pour un sommet politique. Au sommaire de la rencontre, l'attitude à adopter face à la présence militaire russe de plus en plus agressive dans la région Baltique Nord. Et vous le voyez, après les déclarations politiques, ce grand dîner de gala a ravi les 300 invités de marque du couple présidentiel américain qui quittera la Maison-Blanche en janvier prochain. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, alors que le Brésil s'attend à une période très sombre et à beaucoup de sacrifices. Sa présidente destituée, Dilma Rousseff, ne veut pas rester dans l'ombre et assure qu'elle reviendra. La chef d'État déchue s'est exprimée face à la presse étrangère. Elle s'est dite victime d'une conspiration orchestrée par le Parlement et les élites traditionnelles. De nouvelles manifestations de soutien à Dilma Rousseff ont eu lieu à Rio. La plupart de ces manifestants refusent de voir leur pays revenir en arrière après 13 années de politique de gauche. Une politique qui, selon la droite maintenant au pouvoir, n'a fait que plonger le pays dans la récession. Les explications de Florent Rodeau. Il est désormais le nouvel homme fort du Brésil. Devenu président par intérim, Michel Temer a déjà de grandes ambitions pour son pays. La première d'entre elles, retrouver l'unité nationale, indispensable selon lui pour redresser la situation économique du géant sud-américain. Unidos, poderemos enfrentar os desafios. C'est uni que nous pourrons faire face aux défis dans ce moment difficile. Je le répète, il est urgent de pacifier la nation et d'unifier le Brésil. Nous devons au plus vite constituer un gouvernement pour sauver la nation. Michel Temer l'a assuré, il maintiendra les programmes sociaux mis en place par le Parti des travailleurs qui ont permis à des millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté. Pour les partisans de Dilma Rousseff, peu importe les mesures annoncées, l'éviction du pouvoir de leur présidente n'est rien d'autre qu'un coup d'État. Un gouvernement qui n'a pas été élu démocratiquement n'a pas de légitimité. Le président qui prend aujourd'hui le pouvoir est un président illégitime. Le successeur de Dilma Rousseff a présenté son nouveau gouvernement. 23 ministres et pas la moindre femme. Un manque de diversité qui suscite de nombreuses critiques. C'est un gouvernement d'hommes blancs. C'est assez effrayant. Pour la première fois depuis la dictature militaire, il n'y a aucune femme parmi les ministres. C'est inquiétant et ça peut indiquer une embardée à droite. Une embardée vers un gouvernement plus conservateur. Michel Temer souhaite au plus vite rétablir la crédibilité du Brésil sur la scène internationale. Il a donné un premier signal fort à ses partenaires étrangers en nommant Henrique Meirelles au poste de ministre de l'économie. Ancien président de la Banque centrale brésilienne, c'est un adepte des politiques d'austérité. Il aura la lourde tâche de faire repartir l'économie brésilienne qui traverse actuellement sa pire récession depuis les années 30.
Et l'état d'urgence économique prolongé de 2 mois au Venezuela. Une décision du président Nicolás Maduro. Ce régime d'exception dure depuis mi-janvier. Il est censé permettre au pays de récupérer sa capacité de production. L'opposition a appelé ce samedi à une grande manifestation dans les rues de Caracas et tente toujours de drainer le plus de signatures possible pour pouvoir organiser un référendum révocatoire et mettre un terme au mandat du président Maduro, très impopulaire. Dans un tout autre registre, la première fois que Jodie Foster est venue présenter un film à Cannes, c'était en tant qu'actrice dans Taxi Driver en 1976. L'américaine revient sur la croisette cette année comme réalisatrice de Money Monster, un film présenté hors compétition et qui réunit 2 monstres du cinéma, George Clooney et Julia Roberts. Axel Simon nous en dit plus. Anybody know? Whoever's in there, turn the cameras on. Turn the cameras on, Patty. Turn them on. Put it up. Money Monster, le nom du film est celui de l'émission ultra populaire présentée par Lee Gates, incarnée par George Clooney. Gourou de la finance à Wall Street, il conseille les téléspectateurs sur des placements boursiers jusqu'à ce que l'un d'entre eux, qui a tout perdu en suivant ses conseils, décide de le prendre en otage en direct pendant son émission. You give me something, I give you something. Okay? Exactly. That's how this works. Avec Money Monster, Jodie Foster passe pour la 4e fois derrière la caméra. L'actrice réalisatrice signe un thriller haletant en lui ajoutant une dimension humaine très forte. Oui, évidemment, il y a des policiers, des hélicoptères, des flingues, de l'action et du suspense. Mais en fait, le vrai petit bijou de ce film, c'est la relation entre ces 2 hommes. Et cette femme, jouée par Julia Roberts, qui est en train de produire une émission en direct sur la survie même du personnage de George Clooney. Pour l'acteur américain engagé, coproducteur également du film, c'est aussi une charge contre Wall Street. Le monde de la finance est désormais hors de contrôle. Nous voulions montrer que quand les choses tournent mal, on ne comprend pas pourquoi on perd tant d'argent. Et parler du fait que ce sont toujours les petits qui trinquent. La productrice de l'émission est incarnée par Julia Roberts, qui retrouve Clooney à l'écran pour la 4e fois. Pour elle, le film pose des questions essentielles. Je crois que ce film pose aussi à chacun d'entre nous la question du degré de contrôle de sa vie. Les personnages sont poussés dans leur dernier retranchement et doivent se poser cette question. Je crois que c'est un excellent sujet de conversation après avoir vu le film. À l'issue de la projection, les festivaliers sont assez séduits. Jodie Foster a touché et je crois qu'elle a fait un grand film. Un excellent suspense. Avec un plaisir, c'est de revoir George Clooney et Julia Roberts à l'écran. C'est pas bouleversant, ça m'a pas transcendé, mais c'est un très bon film de divertissement avec une vraie réflexion sur le rapport toujours à ce monde capitaliste. Un film sur les dérives de l'univers de la finance jugé hypocrite et corrompu, qui joue aussi sur les codes classiques du film de prise d'otage, relayé en direct par la télévision. Eurovision 2016, c'est ce samedi soir qu'a lieu la finale du concours à Stockholm. 26 pays se disputeront la victoire et c'est la première fois de son histoire qu'Eurovision invite une star internationale pour se produire au milieu de tous les pays participants. Justin Timberlake viendra donc interpréter son dernier titre, Can't Stop the Feeling. En plus d'être retransmise aux États-Unis, l'Eurovision sera diffusée en direct sur YouTube. Julien Cheida. Festival du kitsch pour certains, ou vrai concours de musique pour d'autres. L'Eurovision fait toujours autant parler, pour ses costumes parfois bizarres, et surtout ses airs entêtants, mais aussi pour les messages politiques qu'on peut y entendre, comme Jamala, la candidate ukrainienne qui a provoqué la colère de la Russie avec sa chanson 1944. C'est l'histoire qu'a vécue ma grand-mère. Elle parle des Tatars de Crimée. Quand j'étais petite, elle me parlait de cette tragédie qui s'est passée en 1944. Son histoire raconte la déportation de 240 000 Tatars de Crimée, ordonnée par Staline en 1944. Selon Moscou, il s'agit là d'une attaque à peine voilée de l'annexion de la Crimée par les Russes en 2014. Pour les organisateurs du concours, la réponse est claire. La chanson ukrainienne est historique et non politique.
Favori de cette édition 2016, le candidat russe critique ouvertement cette annexion et regrette le manque d'ouverture à l'égard des minorités homosexuelles dans son pays. En Russie, l'Eurovision, c'est un peu les Jeux Olympiques de la musique. C'est très important pour nous. Tout le monde regarde le concours chaque année et adore ça. Donc c'est très important pour les Russes et pour moi qui les représente. D'ordinaire, les organisateurs refusent les demandes d'exclusion d'un pays participant. Exception faite en 2009 avec la Géorgie. La chanson We Don't Want a Putin n'était pas du goût de la Russie et de son président, car là encore jugée trop politique, 9 mois après le conflit entre Moscou et la Géorgie. Et voilà, c'est sur ce rythme que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et très bon week-end à toutes et à tous. هذه جدا